Histoire mondiale de la France. Ouvrage collectif dirigé par Patrick Boucheron. Aujourd'hui, 1875, la mesure du monde. Écrit par Nicolas Delalande, lu par Wajdi Mouawad. Au printemps 1875, 17 États signent la Convention du Mètre. Inventée par la Révolution française, cette unité de mesure accède ainsi au rang d'étalon universel, dans un contexte de forte mondialisation des échanges. De sourdes rivalités nationales et l'opposition du Royaume-Uni limitent toutefois son application. De mars à mai 1875, Paris accueillit une conférence dont l'objet était pour le moins incongru. Il ne s'agissait pas pour la vingtaine d'États présents de régler des lignes frontalières, d'éviter une guerre ou de se partager le monde. Les diplomates et les scientifiques réunis à l'invitation de la France n'avaient Dieu que pour le Maître, héros improbable de ce sommet international. Après plusieurs semaines de travaux, 17 États tombèrent d'accord pour signer la Convention du Mètre, dont la principale résolution prévoyait la création d'un nouvel organisme, le Bureau international des poids et mesures, qui allait s'installer quelque temps plus tard à Sèvres, dans le pavillon de Breteuil. Son rôle était de concevoir et de conserver dans un lieu neutre les prototypes internationaux du mètre et du kilogramme, afin que chaque nation puisse comparer ses propres étalons à ses références incontestables. L'objectif ultime n'était rien de moins que de contribuer à l'union du genre humain par la diffusion du système métrique à l'ensemble du globe. À défaut d'inventer une langue unique, le mètre pourrait au moins servir de fondement universel à la comparaison des poids et mesures. Les menaces de conflits armés ne disparaîtraient sans doute pas, mais la science, le commerce et les grandes infrastructures de transport s'en porteraient d'autant mieux. Cette conférence était en réalité la deuxième de ce genre. 76 ans plus tôt, en 1799, la France avait déjà convoqué une commission internationale pour y débattre du mètre. Le contexte était bien différent. La nation révolutionnaire, tout entière, habitée par sa vocation universelle, souhaitait à l'époque que les scientifiques étrangers apportent leur caution au travail mené depuis 1792 par deux astronomes français, Jean-Baptiste Joseph Delambre et Pierre Méchain. Les deux hommes avaient reçu la délicate mission de fournir une mesure aussi exacte que possible du mètre révolutionnaire, défini comme étant le 10 millionième partie de l'arc séparant le pôle nord de l'équateur. En prenant le méridien de Paris pour référence, Delambre et Méchain devaient calculer, par la méthode dite de la triangulation, la distance entre Dunkerque et Barcelone, puis offrir une estimation de la valeur du mètre qui ne saurait souffrir aucune contestation. Le globe terrestre serait lui-même la mesure de toute chose, évitant ainsi qu'une nation ou un peuple n'impose aux autres l'arbitraire de ses propres règles. Quoique portée par des scientifiques et des hommes politiques français, cette entreprise était menée au nom de la nature et de la science. La Révolution s'imaginait dépositaire d'une œuvre universelle qui devait transcender tous les intérêts particuliers. La liste des pays représentés à la conférence de 1799 attestait cependant les limites de cette rhétorique. Seuls les États alliés ou soumis à la France envoyèrent des délégués, l'Angleterre et les autres puissances coalisées restant à l'écart des discussions. L'exactitude et la grandeur du mètre étaient proclamées au moment même où la France affichait ses ambitions impériales. La diplomatie du mètre était indissociablement une affaire de science et de puissance. Le général Bonaparte, membre de la classe des sciences de l'Institut, avait fait montre d'un indéniable intérêt pour les débats métrologiques. C'est pourtant lui qui, peu de temps après son coup d'État du 18 Brumaire an 8, allait suspendre en France même la généralisation du système métrique. Pour les révolutionnaires, le mètre et son organisation décimale étaient appelés à se substituer immédiatement aux innombrables unités qui freinaient les échanges et pérennisaient les particularismes locaux hérités de la France d'Ancien Régime.
Tout comme la création des départements ou l'établissement du calendrier révolutionnaire, le maître devait produire une nation rationnelle et homogène, régénérée par la science et le culte de la nature. Aussi sincère fut-il, cet idéalisme buta sur la rémanence des pratiques sociales traditionnelles. Les populations n'abandonnèrent pas de bon gré les anciennes coutumes, continuant de compter en aunes ou en boisseaux au cours de leurs transactions quotidiennes. Convaincu que le jeu n'en valait peut-être pas la chandelle, le premier consul ajourna sine die le projet révolutionnaire d'uniformisation complète des poids et mesures. Partie de l'universel, la France continuait d'arbitrer en son sein une multiplicité d'usages locaux. Il fallut attendre la fin des années 1830 pour que la monarchie de Juillet se décide enfin à imposer l'usage exclusif du mètre et du kilogramme dans la vie quotidienne des Français. Le mètre avait entre-temps conquis une large partie de l'Europe et du monde. Les nouveaux États-nations, comme la Belgique en 1830, les pays d'Amérique du Sud dans les années 1850, plus tard l'Italie ou l'Allemagne dans les années 1860, s'empressèrent d'adopter le système métrique pour asseoir leur projet d'unification nationale. Les progrès de la science et de l'industrie rendaient toujours plus nécessaire l'existence de poids et mesures facilement convertibles, si ce n'est uniformes. Les expositions universelles, dès celle de Londres en 1851, les premiers congrès internationaux de statistique et la fondation de l'Association internationale de géodésie en 1862 ne firent que conforter les tenants d'une internationalisation du mètre, tout comme l'interconnexion croissante des réseaux de chemins de fer, de postes et de télégraphie qui requéraient toujours davantage de coordination entre les nations. L'Union télégraphique internationale, créée en 1865, fut l'une des premières organisations vouées à la coopération technique internationale et à l'accélération des circulations en tout genre. Même l'Angleterre, de longue date suspicieuse à l'encontre du maître français, sembla sur le point de basculer lorsque la Chambre des communes adopta en 1863 un projet de loi tendant à rendre obligatoire l'usage du mètre, vote que la Chambre des lords ne daigna pas confirmer. L'intérêt croissant de la Prusse pour l'internationalisation du mètre incita Napoléon III à reprendre la main pour éviter que la France ne se trouve dépossédée de sa géniale invention. L'empereur convoqua une commission internationale qui devait se tenir à Paris au mois de juillet 1870. La guerre éclata, le Second Empire sombra, mais le maître, lui, survécut. Dès 1872, les discussions reprirent pour tenter d'élaborer un cadre international favorable à l'amélioration et à l'harmonisation des poids et mesures. L'Empire allemand pouvait bien faire preuve de mansuétude vis-à-vis d'une France vaincue et occupée, dont l'orgueil blessé trouverait une compensation opportune dans la reconnaissance du prestige scientifique de son maître. C'est dans ce contexte que se tint la conférence de 1875, essentiellement consacrée au statut et au rôle du futur bureau international. Cela suffit largement à contenter la diplomatie française en quête de succès aussi symbolique qu'inoffensif. Défaite, la nation révolutionnaire n'en restait pas moins une référence en matière technique et scientifique, quand bien même l'ancien maître des archives nationales, dont beaucoup déploraient l'inexactitude, allait devoir céder la place à de nouveaux prototypes internationaux, achevés en 1889. La victoire diplomatique de 1875 était bien sûr incomplète. Le Royaume-Uni, première puissance financière, commerciale et impériale de l'époque, n'avait pas cru nécessaire d'autoriser son représentant, le conservateur des poids et mesures et des étalons monétaires de Londres, à négocier en son nom. En dépit des progrès réalisés par les défenseurs du système métrique, les Britanniques restaient indéfectiblement attachés à leurs pouces, pieds et autres yards. L'adoption de la métrologie internationale ne fut entamée outre-Manche et dans le Commonwealth que bien plus tard, dans les années 1960-1970, lorsque fut envisagée l'adhésion à la communauté européenne et à son marché commun. De leur côté, les États-Unis participèrent dès le départ à la Convention, sans toutefois rendre obligatoire l'usage du mètre sur leur territoire, une situation toujours inchangée à ce jour.
En dépit des grands discours sur la neutralité de la science et l'avènement d'un monde civilisé, la définition des standards internationaux nourrissait de sourdes rivalités nationales dans les années 1870 et 1880. Le maître avait certes triomphé en 1875, mais les discussions menées en parallèle au sujet de l'adoption d'une heure universelle conduisirent 9 ans plus tard à un cinglant échec de la diplomatie scientifique française. La conférence tenue à Washington en 1884 fit en effet du méridien de Greenwich le méridien de référence à l'échelle internationale, reléguant celui de Paris au rang de simple relique d'un temps où la science française prétendait encore dominer seule le monde. À cette déconvenue s'ajoutait celle, tout aussi douloureuse, de l'Union latine créée à l'initiative de la France en 1865, qui avait un temps entretenu l'espoir de fonder un système monétaire international à l'image du franc et de son ancrage bimétallique. Las, ici aussi, c'est l'étalon or chéri par les Britanniques qui allait se répandre un peu partout à partir des années 1870, sans que cela découle pour autant d'un quelconque accord international. L'histoire du maître et la part prise par la France dans son invention puis sa généralisation montrent à quel point il est absurde d'opposer les mondialisations et la construction des États-nations, comme si l'une ne pouvait que saper la seconde. En réalité, tout au long du XIXe siècle, la France s'efforça d'unifier la mesure de son territoire tout en militant pour l'internationalisation du système métrique. Longtemps, la France aima la mondialisation, à condition que celle-ci lui ressemble un tant soit peu.